Encore une fois, vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, le Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Est-ce que vous allez bien? Le chanvre est bon par chez vous? Au moment de réfléchir au sujet de l'épisode de Top Pot de cette semaine, je me suis dit qu'après l'épisode de la semaine passée sur la molécule HHC, je devais faire un peu plus léger. J'ai encore le cerveau qui chauffe. Mais pour acquérir de nouvelles compétences, c'est ce qu'il faut. Alors aujourd'hui, pour le 82e épisode de Top Pot, je teste un format toujours populaire sur les réseaux sociaux et dans la grande presse. Oui, ensemble, on va examiner quelques grands mythes persistants sur le cannabis au Québec. Alors voici la liste des mythes que nous allons explorer ensemble. Premier mythe. Au Québec, tout le monde préfère l'odeur du cannabis à celle du purin de porc. Deuxième mythe, le Québec est pogné avec la SQDC, un monopole unique au Canada. Troisième mythe, le pourcentage de THC n'est pas important pour la SQDC. Quatrième mythe, le cannabis médical est interdit à l'hôpital. Et dernier mythe, le cinquième, il faut une licence de Santé Canada pour presser commercialement de la rosine. On va voir ce qu'est de la rosine en détail plus tard. Et finalement, cinquième mythe, il faut une licence de Santé Canada pour presser commercialement de la rosine. Une seconde. Hé, MJ! Oui. Ah, je savais pas. Bon, habituel, s'il te plaît. OK. OK, de retour. Notre premier mythe persistant au Québec. Au Québec, tout le monde préfère l'odeur du cannabis à celle du purin. Un mythe léger et invisible, cette odeur du cannabis, n'est-ce pas? Alors, vous croyez qu'au Québec, tout le monde préfère l'odeur du cannabis à celle du purin? Vous faites erreur, évidemment. Il suffit de voir les reportages des grands médias qui donnent la parole à des citoyens qui se plaignent que ça sent la moufette dans leur quartier, alors que tout un quartier de Montréal sent le gros houblon industriel, sans que cela ameute, par exemple, les journalistes de Radio-Canada qui ont pourtant leur bureau tout près de la brasserie Molson, juste à côté du pont Jacques-Cartier. Il est vrai qu'à Montréal, comme dans beaucoup d'autres grandes villes, l'odeur de l'argent et du houblon sont intimement liées. L'odeur fine des cultivars bichonnés à coups de millions de dollars ne semble pas mériter la même compassion, la même mansuétude. Tu envoies une équipe et tu filmes des locaux qui ont envie d'être célèbres pendant quelques secondes. Ça fait des nouvelles pas chères qui amusent l'audience. Par contre, il est important de préciser qu'il ne s'agit pas d'un phénomène strictement québécois, car les statistiques de Santé Canada établissent clairement que l'odeur est le premier irritant recensé avec plus de 50% des plaintes recueillies. Dans un registre plus anecdotique, au hasard de mes observations, j'ai trouvé quelques producteurs autorisés qui doivent installer des systèmes coûteux pour contrôler les odeurs, même s'ils sont situés à un jet de pierre par exemple, d'un dépotoir à ciel ouvert. Dans un autre cas encore plus rigolo, disons, j'ai repéré un producteur autorisé situé à côté d'un commerce de frites qui dégage depuis des années son odeur, disons, particulière, sans déranger personne. Juste une seconde. Merci, MJ. Oh, toujours un petit verre d'eau aussi. Oh, que j'aime ça quand ça craque. OK. Même le journal La Presse en discute dans son édition du 28 novembre 2021. C'était dimanche, là. Et là, je cite. « Certains problèmes d'odeur sont typiques, d'autres radicalement nouveaux. Légal ou pas, l'industrie du cannabis dérange maintenant le voisinage. La période de floraison est très intensive. Les poussières et le pollen transportent les odeurs, explique Nicolas Turgeon, qui dirige le service de performance environnementale du CRIC. De plus, les plantes ne sentent pas tous aussi fort, ni la même chose, et peuvent chacun receler quelques 250 composés
odoriférants. Le CRIC ne s'est pas encore penché sur ce problème, mais rencontre souvent des situations uniques, précise le biochimiste Alexandre Pilote, spécialiste en contrôle des émissions. On doit donc innover sans cesse. Ça passe par des essais sur le terrain, des prototypes à petite échelle, dit-il. Ensuite, on implante la technologie et on réalise des suivis. L'article termine en disant « Mettre un procédé au point requiert quelques mois, parfois quelques années. Les grandes industries qui débitent beaucoup d'odeurs doivent investir des millions pour les atténuer suffisamment. » Fin de la citation. Commencez-vous à voir la difficulté? On demande à une industrie avec qui les banques ne veulent pas faire affaire de trouver des millions pour régler des problèmes invisibles, des problèmes réels. On s'entend. Est-ce que tous les Québécois et les Québécoises préfèrent l'odeur du purin de porc à celle du cannabis? Non. Mais le purin de porc fait partie du décor depuis plus longtemps et son acceptabilité sociale est travaillée par, entre autres, l'Association des éleveurs de porc du Québec. Je vous invite d'ailleurs à consulter leur très beau site. On y discute de cohabitation et d'engagement dans la communauté. Une simple recherche sur l'ensemble du site pour le mot « odeur » donne un résultat négatif. Je souhaite à l'industrie du cannabis une capacité similaire d'influence sur le débat public. On passe maintenant au mythe numéro 2. Les Québécoises et les Québécois sont les seuls citoyens canadiens à acheter leur cannabis dans un cartel légal, un monopole d'État, la SQDC. C'est faux, évidemment. Le Canada offre 4 formules différentes sur son territoire et dans quelques années, nous allons sans doute réaliser que nous sommes assis sur une mine d'informations qui seront très utiles pour les pays qui voudront légaliser. Il va y avoir des consultants canadiens partout dans le monde, très bientôt. Je vois beaucoup de discussions sérieuses en ligne sur l'Australie, par exemple. L'Australie est en train de reproduire une industrie du cannabis Canada 2.0 sans voir les écueils qui bouchent déjà notre horizon national. Alors, reprenons ensemble rapidement les 4 formes que prenne la commercialisation du cannabis au Canada et dont nous avons déjà parlé à l'épisode 54. Voici les 4 configurations sur le territoire canadien. La Colombie-Britannique se singularise par une structure de vente hybride au détail et publique en ligne. La Saskatchewan, le Manitoba, Terre-Neuve et Labrador et le Nunavut proposent un mode privé au détail et en ligne. L'Alberta, l'Ontario, les territoires du Nord-Ouest et le Yukon se distinguent par une structure de vente privée au détail et publique en ligne. Et on termine par le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard et le Québec, qui sont publics au détail et en ligne. Donc, 4 beaux cartels légaux, 4 monopoles d'État. Je disais donc déjà dans l'épisode 54 que cette diversité de configurations exprime essentiellement des visions différentes, complètement différentes du rôle de l'État. Au Québec, le modèle de la SQDC permet de restreindre l'offre en offrant un nombre de points de vente plus faible qu'en Ontario, par exemple. Par contre, la SQDC, elle, n'a pas à se plier à une recherche absolue du profit, et c'est pour cela qu'elle va ouvrir des boutiques dans des régions où les marchés sont moins dynamiques, alors qu'un entrepreneur privé n'aurait aucune bonne raison d'aller desservir un marché moins porteur, disons. J'entends beaucoup de producteurs autorisés affirmer en privé que le problème de l'industrie du cannabis au Québec vient de cette situation de monopole. Je dois avouer compatir, mais ne pas être d'accord, simultanément. C'est possible, oui. Je vous propose une justification avec 2 exemples. Premier exemple, la SAQ, la Société des alcools du Québec. Beaucoup de débats depuis des années sur la privatisation de ce cartel, le monopole d'État. Dans les faits, la SAQ peut se permettre une gamme plus variée de produits que le revendeur privé dont la principale motivation est strictement le profit. Plusieurs études sérieuses soulèvent cet avantage. Bon, c'est vrai, la SAQ est incapable de mettre en place un projet de recyclage depuis le début de son existence. Incapable ou non désireuse, je n'en sais pas assez pour me prononcer. Je les crois tous intelligents dans cette boîte. Ça pose problème et suscite des tonnes de bonnes questions. Mais cette incapacité chronique n'enlève rien au reste de son service. J'aime le dire et le répéter,
La SAQ n'est pas responsable de l'éclosion formidable de cette génération de sommeliers hommes et femmes québécoises sur la scène mondiale, mais elle y a grandement participé. La SAQ a toujours su communiquer un amour du terroir avant de proposer des pourcentages d'alcool. Ce n'est pas pour rien que les Russes buvaient de la vodka. Elle ne coûte rien à produire et offre un effet immédiat. Ce n'est plus vrai, par contre, car, comme au Québec, la consommation des Russes s'est transformée au cours des dernières décennies. OK. Deuxième exemple, illustrant qu'un monopole d'État n'est pas obligatoirement un éteignoir de marché. Nous venons de voir que 3 autres provinces canadiennes proposent un monopole d'État. Regardons tout simplement ce qui se passe au Nouveau-Brunswick. Les producteurs autorisés là-bas voulaient vendre à la ferme. Ça discute, ça réfléchit, et hop, quelques mois plus tard, les premières ventes à la ferme ont eu lieu. Et ça, c'était il y a à peine une quinzaine de jours. C'est le producteur autorisé Crystal Cure qui l'a ouvert. Je les connais un peu car c'est Crystal Cure qui emballe et vend les produits de Tom Deveau et René Desjardins, les propriétaires de Golden Peak, que je connais un peu. Pour les curieux, Top Pot vous propose 5 épisodes sur la ferme Golden Peak, soit les épisodes 25, 26, 27, 28 et 41. Est-ce que vous savez comment Crystal Cure a appelé son point de vente à la ferme? Le backdoor. C'est adorable. On passe au mythe numéro 3. Le taux de THC n'est pas important pour la SQDC. Ce mythe nous ramène à l'aura de la SAC que nous venons tout juste d'évoquer. La SQDC est l'enfant de la SAC. Il existe d'ailleurs une politique de porte tournante entre les deux organisations et c'est très bien, car fondamentalement, les deux monopoles sont des pocheux de drogue, d'un côté de l'alcool, de l'autre du cannabis. Les talents de commercialisation de l'alcool se transfèrent très bien dans le domaine du cannabis. On va d'ailleurs constater ça bientôt dans un autre épisode de Top Pot à venir. Je connais au moins une dizaine de personnes dans l'industrie du cannabis qui viennent du monde de l'alcool. Et le fait d'être adossé humainement et corporativement à la SAC donne une aura presque instantanée de terroir à la SQDC. Amenez-en des terpènes, des trichomes, de la consommation intelligente, du sol vivant, des effets d'entourage, des appellations d'origine protégée, des communautés humaines solidaires. Mais c'est cool, l'idée du terroir, mais quand tes plants poussent dans une matière inerte, ça demande beaucoup de marketing. Marketing plus ou moins interdit pour l'instant. Donc, dans les faits, partout au Canada, il y a une quête au plus fort taux de THC. Dans l'entrevue de Top Pot avec Vicky et Kevin Laliberté de Cheers, l'épisode d'il y a 2 semaines, l'épisode 79, la sœur et le frère nous disaient clairement, armés de leur expérience en vente B2B, de commerce à commerce, que le taux de THC est le premier facteur déterminant le prix de vente de fleurs de cannabis en Amérique. C'est une tendance observable partout. Un rapport européen intitulé European Drug Reports 2021, Trends and Developments, décrit le même phénomène. Et là, je les cite. La résine de cannabis vendue en Europe est désormais plus puissante qu'auparavant, avec une teneur en THC comprise en moyenne entre 20 et 28 %, soit près du double de celle de l'herbe de cannabis. Fin de la citation. Cette recherche de cultivars pouvant générer des fleurs ayant un fort pourcentage de THC est une quête mondiale. Le Graal d'une industrie qui vient à peine de naître. On dirait presque une course à l'armement. Est-ce que la SQDC est responsable de cette tendance? Absolument pas. En est-elle tributaire? Oui. Est-ce que la SQDC exige des producteurs autorisés un minimum de THC? Grosse question, hein? Pour le dire gentiment, la SQDC recommande fortement d'avoir un produit qui fait au moins 20 % de THC pour être vendu en boutique. Pourquoi? La SQDC achète ce qu'elle vend en boutique. Pour la vente en ligne, la SQDC est peut-être moins regardante car elle y force la consigne. Oui, la SQDC, en plein pouvoir, offre simplement une vitrine aux producteurs autorisés. Évidemment, une question de droit me vient à l'esprit. Quand un monopole d'État force de telles conditions, sommes-nous dans un contrat d'adhésion? Petite parenthèse, au Québec, l'article 1379 du Code civil du Québec définit le contrat d'adhésion, et là, je cite le Code civil du Québec.
Le contrat est d'adhésion lorsque les stipulations essentielles qu'il comporte ont été imposées par l'une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu'elles ne pouvaient être librement discutées. Fin de la citation. La relation entre la SQDC et les producteurs autorisés en est une de domination. Le fort contrôle le faible. C'est vrai, après tout, hein? Le cannabis est une industrie légale, taxée comme une vache à lait, et en même temps, les banques ne veulent pas faire affaire avec les PA, qui, eux, se retrouvent coincés des deux côtés de l'équation. Au final, on peut affirmer que la SQDC se préoccupe fortement du taux de THC, car le marché du cannabis est comme celui de l'alcool il y a 70 ans au Québec. Avant d'être légal, le marché du cannabis est toléré dans l'esprit du législateur. L'arbitraire règne, plus ou moins. Pas beaucoup, mais quand même, un peu. Est-ce que le fait qu'il s'agisse d'un monopole d'État devrait pousser la SQDC à faire plus d'éducation? Oui, sinon, qui la fera? Certainement pas les producteurs autorisés, qui, eux, sont surtout occupés à survivre et à trouver la recette pour faire pousser des fleurs à plus de 30 % de THC. On en est rendu là. On passe maintenant à notre quatrième mythe. Vous croyez que le cannabis médical est interdit à l'hôpital? Vous êtes mal informé ou vos préjugés prennent le dessus. Il est non seulement possible de consommer du cannabis médical à l'hôpital, mais il existe même un guide qui balise la façon de procéder. Ce guide, intitulé « Cannabis à des fins médicales pour la clientèle hébergée ou hospitalisée », a été élaboré par le regroupement des pharmaciens experts en soins palliatifs de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Oh que c'est du solide. Tout est là. Il faut remonter bien avant la légalisation du cannabis non médical en 2018 pour comprendre l'implication des pharmaciennes du Québec. Dès 2013, le gouvernement du Canada décide de confier de nouvelles responsabilités aux médecins, infirmières et pharmaciennes d'établissements de santé. Au Québec, une circulaire ministérielle était publiée dès 2015 pour préciser comment assurer la continuité des soins. Alors imaginons ensemble un scénario où je suis malade et je dois être hospitalisé. J'ai dans la vraie vie une prescription médicale obtenue gratuitement dans un commerce québécois. Disons que je prends un taxi, que je débarque à l'hosto. Avant d'entrer, j'ai envie de fumer une petite pipée. Attention! Au Québec, le chapitre 4 de la loi encadrant le cannabis m'interdit de fumer ou de vapoter du cannabis récréatif ou thérapeutique sur le terrain d'un établissement comme un hôpital. Donc, si vous ne voulez pas vous faire des ennemis avant d'entrer pour être hospitalisé, on ne fume pas dans le stationnement. J'en entends dans le fond du café qui disent « Ouais, si je fume dans mon char avec les fenêtres fermées, là... » Non! Allez! Avant de consommer, il faut toujours se servir de sa tête. Hein? OK. Je me suis enregistré. Je suis dans ma chambre avec une voisine qui, elle aussi, comme par hasard, consomme du cannabis. Je lui offre un joint et on se fait une session de combustion. Pas vraiment, non. La solution, si je désire fumer, est de vérifier la présence d'un fumoir tel que précisé dans l'article 3 de la loi concernant la lutte contre le tabagisme. Et s'il n'y a pas de fumoir dédié, je vais chercher l'existence de chambres identifiées et regroupées permettant la consommation de cannabis fumé ou inhalé. Très important, je ne dois pas oublier de trouver mon autorisation de possession, mon autorisation de production personnelle avant de partir pour l'hôpital. C'est évident que si je décide de consommer des nano-émulsions plutôt que des joints pendant mon séjour à l'hôpital, j'élimine beaucoup de problèmes. Mais il ne faut jamais oublier, c'est très important, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important, il ne faut jamais oublier de bien danser avec le personnel soignant. Qu'est-ce que je veux dire? Je vous donne un exemple personnel. J'ai eu le privilège d'accompagner mon père et ma mère dans leurs derniers moments et dans le cas de ma mère, j'ai aussi été son aidant naturel avec ma belle pendant quelques années. Ma mère prenait du Coumadin pour prévenir des problèmes de circulation dans ses jambes. Quand on a déménagé avec elle, je faisais la cuisine pour tout le monde. À l'époque, j'avais un pusher exceptionnel de gingembre frais. Oui, mon fermier de famille.
et j'en mettais partout dans le tout le temps. Après quelques semaines, ma mère passe un test sanguin et son médecin de famille m'appelle pour m'informer qu'il faut revoir la posologie de son coumadin. J'ai immédiatement pensé à danser avec lui et je l'ai informé du changement alimentaire, la présence forte de gingembre. Et après notre petite danse d'ajustement, donc, on a trouvé la bonne carburation pour ma maman. Une petite racine comme le gingembre peut avoir un effet réel similaire à celui du coumadin. Comment imaginer que le cannabis n'interfère pas lui aussi à plein de niveaux différents? J'ai utilisé le mot danse car la danse est une activité librement consentie où les partenaires peuvent occasionnellement se marcher sur les pieds sans s'étriper ou remettre en question leur relation. La danse, finalement, n'est qu'un déséquilibre permanent qui est chorégraphié pour produire un résultat qui fait du bien à tous ceux qui y participent. Il faut apprendre à danser avec le personnel soignant. Si j'ai une autorisation de possession ou de production personnelle, je peux utiliser du cannabis sous forme orale, entérale ou topique à l'intérieur de l'hôpital. Je pourrais aussi commencer un traitement au cannabis dans le cadre de mon plan thérapeutique si uniquement l'équipe soignante a épuisé les autres options officiellement reconnues. Alors, si mon médecin veut m'aider à débuter ou continuer un traitement, Santé Canada n'est pas dans l'équation. Si mon médecin veut prescrire de son propre chef, je dois avoir une autorisation de possession de cannabis et le cannabis prescrit le sera uniquement pour mes besoins. Pour débuter un traitement, mon médecin et moi avons tous les deux des obligations. Mon médecin, lui, doit d'abord s'assurer que toutes les autres options thérapeutiques, y compris les cannabinoïdes synthétiques, ont été considérées. Il doit documenter mon consentement libre et éclairé. Mon médecin, le pharmacien et moi allons aussi identifier un produit et, au besoin, un producteur autorisé. Finalement, mon médecin inscrira mon nom dans un registre qui informera les autres professionnels de ma consommation médicale de cannabis. Personnellement, j'appellerais ça mon carnet de danse. Et mes obligations à moi? Je dois d'abord décrire du mieux possible les traitements que j'ai déjà eus et les raisons des échecs, sachant que je ne suis pas un spécialiste de la santé. Par contre, je suis le spécialiste de mon corps et de ma santé. J'ai aussi l'obligation de ne pas partager mon stock, soit en le vendant ou même en le donnant. Et ultimement, mes actions ne doivent jamais être en contradiction avec les droits des autres usagers. Il y a d'autres obligations aussi pour le pharmacien de l'hôpital et le personnel du département de pharmacie. Ils doivent donc, eux aussi, danser avec mon médecin. Si je ne peux prouver que je détiens une autorisation, il y a une procédure. Si mon médecin ne veut pas prescrire de cannabis, il y a une procédure pour m'aider à en recevoir quand même. C'est difficile de trouver le bon produit, il y a une procédure. Je voudrais utiliser mon stock en attendant que la pharmacie de l'hôpital reçoive la commande du produit que nous avons sélectionné? Oui, il y a une procédure. Je veux passer du mode combustion à une modalité orale ou entérale? Oui, vous avez bien deviné, il y a une procédure. OK. Mon médecin et moi, admettons qu'on a bien dansé. Je vais mieux. Je retourne à la maison. Et je veux repartir avec le cannabis qui a été utilisé pour mon traitement à l'hôpital. Oui, c'est possible et c'est même facile, car il y a une procédure pour ça. Est-ce que le cannabis est bienvenu à l'hôpital au Québec? Absolument. Par contre, si savoir danser n'est pas obligatoire, votre séjour hospitalier sera plus agréable si, au moins au minimum, vous connaissez la musique. On arrive au 5e et dernier mythe exploré dans l'épisode de la semaine. Est-ce qu'il faut une licence de Santé Canada pour presser commercialement de la rosine? Voici ce que je pensais jusqu'à la semaine passée. Une précision avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la rosine. La rosine est une résine obtenue mécaniquement en pressant les fleurs de cannabis. Une presse, juste pour vous aider à imaginer, ça peut être un fer à cheveux si vous êtes obligé d'improviser, ou ça peut être une presse de 10 tonnes achetée dans une quincaillerie à laquelle vous ajouterez des plaques chauffantes. Entre la pression et la chaleur des plaques, les fleurs vont dégager une matière gommeuse plus ou moins liquide et plus ou moins foncée dans laquelle vont se retrouver toutes vos molécules favorites.
Je croyais donc jusqu'à la semaine passée qu'il était interdit d'offrir un service de presse payant pour la rosine au Canada. Pourquoi? Parce que Santé Canada exige une licence de transformation spécifique pour accomplir ce travail. Récemment, le ministère a envoyé une mise à jour d'informations aux producteurs autorisés qui dit ceci. Santé Canada tient à réitérer que l'extraction mécanique de trichomes de cannabis à partir de cannabis frais ou séché par tamisage, battement, frottement ou d'autres actions mécaniques et qui produit des extraits de cannabis comme le scoff ou le hashish sont considérés comme des extraits de cannabis en vertu de l'alinéa 1.1a du règlement. Fin de la citation. Dans ma tête, c'était clair. Et plus maintenant. Et je dois remercier Daniel Blackburn de la clinique Vermédic. Pourquoi? Eh bien, sa clinique, oui, il y a des liens dans les notes de l'épisode. Eh bien, M. Blackburn a organisé une session de pressage de rosine avec Hugo Blunt, qui est un spécialiste de la rosine au Québec. Il paraît que ça a été un succès total et il semblerait que dans le cannabis médical, c'est possible. Est-ce que je comprends toutes les articulations de la logique qui permet à un individu de faire ce qui est interdit à un PA? Non, pas encore. Par contre, si vous connaissez un avocat qui pourrait m'expliquer en détail toutes les finesses du raisonnement, écrivez-moi à lucprévost@hotmail.com. Et je vous serai éternellement reconnaissant. Je pourrais même vous nommer dans un épisode si ça vous fait plaisir. Alors pourquoi est-ce que j'affirme que c'est légal, même si je ne suis pas totalement sûr? C'est à cause de Daniel Blackburn. Daniel, Blakey pour les amis, lui s'intéresse au cannabis depuis des millions d'années. Il est aussi le chef du Bloc Pot et comme je le disais plus tôt, il opère une clinique de cannabis qui fonctionne très bien. C'est déjà un très bon gage de sérieux. Alors pour en avoir le cœur net, j'ai aussi échangé quelques mots avec lui sur le net. L'événement de rosine avec Hugo Blunt a été annoncé partout sur les réseaux sociaux. Il y a eu aussi un achalandage fort et beaucoup de va-et-vient pendant quelques heures dans la clinique Vermédic. Une semaine après l'événement, M. Blackburn n'a reçu aucun téléphone et aucune visite de la police, de Santé Canada ou de la SQDC. Si l'événement avait été illégal, il aurait pu s'attendre à avoir des nouvelles de tout ce bon monde. Il est quelle heure, là? Oh, c'est l'heure déjà? Juste une seconde. Hé, MJ! Merci beaucoup! À la semaine prochaine. Ouais, j'ai pas le temps, je suis pressé, là. Bye. De retour, désolé. Et voilà, c'était le 82e épisode de Top Pot. J'espère que cet épisode qui explorait quelques mythes persistants sur le cannabis au Québec vous a plu. Vous connaissez d'autres mythes persistants que vous aimeriez que j'explore? N'hésitez pas à m'écrire, lucprévost@hotmail.com. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages et vos suggestions. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon change.